Des policiers racistes traînent un homme noir devant un tribunal, puis il exhibe son badge du FBI. Noah Ellison était un homme discret. Il ne courait pas après l'attention, ne se déplaçait pas avec précipitation, n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. La plupart des journées commençaient par une routine douce qui ne s'éloignait jamais trop de son rythme. Chaque matin, à 7h10 précise, il quittait son appartement au-dessus de la petite librairie indépendante qui sentait les vieilles pages et l'encens à la lavande. L'immeuble craquait lorsqu'il descendait l'étroit escalier, et la libraire, Madame Lanning, lui adressait toujours un signe de la main derrière le comptoir, son sourire étant la première chaleur humaine de sa journée. L'épicerie du coin, sur la 8e rue, à 2 pâtés de maison de là, était son prochain arrêt. Le barista, un étudiant prénommé Ezra, à la tignasse bouclée et un casque audio constamment autour du cou, avait mémorisé la commande de Noah. Un café noir sans sucre et un muffin aux myrtilles s'il était assez tôt. Noah laissait toujours un généreux pourboire et s'enquérait des cours d'Ezra, non par obligation, mais parce qu'il l'écoutait sincèrement. Les gens du quartier le reconnaissaient, non pas de nom, mais comme le grand gars au regard bienveillant du centre jeunesse. À 8h, il arrivait au centre jeunesse de Jefferson Heights, où il passait le plus clair de son temps. Ce n'était pas son travail, c'était sa mission. Il animait des ateliers de leadership pour les adolescents, en particulier ceux considérés comme à risque par le système scolaire. Résolution de conflits, gestion émotionnelle, sécurité du quartier. Il enseignait des choses que les écoles ignoraient. Les enfants le respectaient, même lorsqu'ils ne le comprenaient pas complètement. Ils percevaient quelque chose dans sa présence calme, une force tranquille qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Pour le personnel, il était fiable et poli, mais toujours un peu distant. Il ne parlait jamais de sa famille. Personne ne savait exactement d'où il venait avant son arrivée à Jefferson Heights, il y a 1 an. Il n'y avait pas de compte sur les réseaux sociaux, pas de photos sur son bureau, pas de visites d'amis ou de parents. Il arrivait tôt, restait tard, et lorsque le centre fermait ses portes, il rentrait chez lui les mains dans les poches de son manteau et le regard baissé. Le soir, il s'asseyait près de sa fenêtre, lisant ou écrivant des notes dans un carnet noir patiné. Son appartement était propre, presque trop propre. Un mur était couvert de coupures de journaux et de post-it disposés selon un quadrillage méthodique. Quelques photos épinglées montraient des visages inconnus, des coins de rue et des bâtiments qui ne signifiaient rien à l'œil nu. Mais pour Noah, elles signifiaient tout. Chaque note, chaque motif, chaque visage, tout cela faisait partie de quelque chose de plus vaste. Il les étudiait comme un homme en quête de vérité, dans les ombres d'une ville, qui avait appris à cacher ses torts. Noah n'était pas empreint d'amertume, mais d'une détermination. C'est ce qui le tenait éveillé la nuit et le réveillait avant le lever du soleil. Chaque semaine, de nouvelles histoires arrivaient au centre jeunesse, des garçons harcelés aux arrêts de bus, contrôlés et fouillés sans motif, suivis dans les magasins. La plupart ne faisaient pas la une des journaux. Certains ne rentraient même pas chez eux sans ecchymose, mais elles parvenaient à Noah, et il les notait toutes. C'est fin avril que les choses ont commencé à changer. Les murmures s'intensifièrent. On parla à nouveau de l'agent Kessler parmi les jeunes, le même qui avait un jour extirpé un enfant de 12 ans d'une épicerie pour flânerie. Noah avait discrètement constitué un dossier sur Kessler au fil des mois. Plaintes déposées et enterrées, rapports réécrits, preuves égarées. Mais voilà qu'il y avait du nouveau. Quelque chose qui fit s'arrêter Noah. Un jeune de 17 ans, nommé Jamir, avait cessé de se présenter au centre. Lorsque Noah le retrouva, son œil était gonflé et fermé. Sa mère, terrifiée, refusa de parler. Jamir marmonna simplement qu'un policier blanc avec un cure-dent dans la bouche l'avait plaqué contre un mur parce qu'il avait demandé pourquoi on le fouillait. Noah connaissait la description. Il connaissait aussi le schéma. Il était temps de faire remonter son enquête à la surface. Il commença à imprimer des dossiers physiques,
à dupliquer des notes, à copier des fichiers sur une clé USB sécurisée. Puis vint le jeudi. Il faisait exceptionnellement chaud et les enfants s'agitaient dans le parking arrière du centre, jouant au basket et plaisantant. Noah venait de fermer les portes pour la journée, saluant l'un des bénévoles lorsque deux voitures de police arrivèrent à toute vitesse au coin de la rue. Il s'arrêta, incertain, la main toujours posée sur le portail métallique. Pneus qui cristent, porte qui claque, les mains bien en vue. Tout autour de lui sembla se figer. L'espace d'une seconde, Noah pensa qu'il répondait à quelque chose à proximité, mais la façon dont les policiers se déplaçaient ne laissait aucun doute. Ils venaient vers lui. Il leva les mains lentement, calmement, confus mais prudent. « Tu m'aimes, c'est ici. Je n'ai pas... » commença-t-il, essayant de demander de quoi il s'agissait. « C'est qu'il est en dehors avant. »« Ne bougez pas !» cria l'agent Kessler en fonçant vers lui. Le corps de Noah heurta violemment le trottoir, la chaleur du béton lui brûlant la chemise. Des mains rugueuses lui serraient les poignets avec de l'acier froid. Il ne résista pas, ne lutta pas. C'était inutile. Il entendit des halètements derrière lui. Les enfants étaient sortis de l'arrière, les yeux écarquillés et figés. L'un d'eux cria son nom. Un autre commença à filmer. Il ne le laissera pas parler, pas assez parler. Ils ne lui demandèrent pas de papiers d'identité. Son portefeuille était tombé par terre pendant la bagarre, mais personne ne prit la peine de le ramasser. « Tu corresponds à la description, » dit Kessler d'un ton glacial en ouvrant brusquement la portière de la voiture. « C'est tout ce qu'il nous faut. » Le trajet jusqu'au poste se fit en silence. Noah regardait par la fenêtre, le cœur battant la chamade, mais le visage impassible. Il savait à quoi cela ressemblerait. Un homme noir jeté dans une voiture de police, accusé de quelque chose de vague et d'indéfini. Obstruction, résistance, comportement suspect. C'étaient des accusations habituelles utilisées pour justifier des arrestations injustifiées. Au poste, ces questions furent ignorées. L'agent de la prison ne jeta même pas un coup d'œil à sa carte d'identité lorsqu'il la lui présenta à nouveau. Ses empreintes digitales furent prises, il fut photographié et jeté en cellule de détention provisoire, sans appel téléphonique, sans avocat et sans explication. Les heures passèrent. Les néons grésillaient au-dessus de sa tête et le banc métallique lui enfonçait le dos. Lorsqu'ils le conduisirent au tribunal le lendemain matin, il n'avait pas dormi. Portant toujours la même chemise, désormais froissée et tachée de poussière, il se tenait devant la juge Mélanie Greaves. Elle le regarda à peine, sa réputation la précédait. Elle était connue pour se ranger du côté des forces de l'ordre en toutes circonstances. Le greffier énuméra les chefs d'accusation. Obstruction à la justice. Justice, résistance à l'arrestation, refus d'obtempérer pendant une enquête en cours. Noah écoutait en silence, la mâchoire serrée, observant Kessler se pencher en arrière avec un sourire narquois depuis l'autre bout de la salle. La juge haussa un sourcil en lisant le rapport, les lèvres pincées en une expression désapprobatrice. Sans entendre un seul mot de Noah, elle l'avertit qu'il avait de la chance de ne pas être également inculpé d'agression. Elle fixa la date du procès, dans une semaine seulement, et refusa la libération sous caution dans l'intérêt de la sécurité publique. Noah ne broncha pas. Il parcourut la salle d'audience du regard, non pas avec peur, mais avec lucidité. Il savait que ce jour pourrait arriver. Plus il creusait, plus il découvrait. Une corruption qui dépassait les limites d'un seul homme. Les arrestations, les preuves altérées, les contrats municipaux, les rapports enfouis. Tout cela indiquait un réseau de pouvoir qui ne voulait pas être exposé. Il ne s'attendait pas à être brûlé si vite, mais cela signifiait peut-être qu'il s'était trop approché. Pourtant, il s'était préparé à cela. La vérité
n'était pas seulement dans sa tête. Elle était stockée, sauvegardée, placée entre des mains prudentes. S'il pensait l'avoir réduit au silence, c'est qu'il ne comprenait pas qui il était vraiment. Car Noah Ellison n'avait jamais vraiment été l'homme discret du centre de jeunesse. Il avait observé, enregistré, relié les points. Et ceux qui l'avaient traîné dans cette salle d'audience n'avaient aucune idée de ce qui l'attendait. Sa couverture n'était pas en train de tomber. Elle était sur le point d'exploser. L'agent Brent Kessler entra dans la salle d'audience comme un homme montant sur une scène construite spécialement pour lui. Ses bottes frappaient le sol avec une assurance éprouvée. Les plis de son uniforme étaient tranchants comme des rasoirs, son badge reflétant la lumière tandis qu'il marchait. Il adressa un léger signe de tête à l'huissier, familier, et lança un regard au juge Greaves, qui lui rendit un regard subtil de reconnaissance. Il s'était déjà présenté dans cette salle à maintes reprises, et à chaque fois, l'histoire restait la même. Sa parole, leur culpabilité et un système judiciaire qui ne remettait jamais en question son camp. Ses lèvres se courbèrent en mimant un demi-sourire suffisant tandis qu'il montait à la barre, répétant déjà les répliques qu'il savait tomber exactement comme il le souhaitait. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. De l'autre côté de la salle d'audience, assis à la table la juge Greaves ajusta ses lunettes et fit un signe de tête au procureur adjoint. Martin Rees se leva, redressant sa posture déjà raide. Son regard était fixé sur Noah avec une intensité réduite, son ton sec alors qu'il commençait l'interrogatoire. Il se pencha en avant, la voix ferme, et demanda s'il était vrai que Noah avait résisté à son arrestation devant le centre de jeunesse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, attendant que Noah cède ou se plie. Noah ne bougea pas. Il parla clairement, sans élever la voix. Il expliqua qu'il avait été jeté à terre avant même qu'on lui adresse un seul mot, qu'il avait levé les mains, qu'il n'avait pas résisté. Ces mots étaient posés, dénués d'émotion, comme s'il décrivait ce qu'il avait vu arriver à quelqu'un d'autre. Rees le laissa à peine terminer avant de ricaner. Il affirma que Noah n'avait aucune pièce d'identité sur lui à ce moment-là. Ce moment-là, dressant le portrait d'une personne peu coopérative et évasive. Mais Noah ne broncha pas. Il dit que ce n'était pas vrai. Rees essaya de nouveau, insistant sur la présence d'images vidéo, des preuves corroborant l'arrestation. Mais Noah resta impassible, demandant si le tribunal préférait visionner la vidéo intégrale et non la version modifiée versée au dossier. Un murmure parcourut la salle d'audience, silencieuse et confuse. La juge Greaves fronça les sourcils et rappela à l'ordre, son marteau claquant contre le bois. Noah s'avança lentement, ouvrant son dossier et tendant une petite clé USB à l'huissier. Le juge hésita, mais l'autorisa. Les lumières s'éteignirent légèrement lorsque l'écran s'alluma. C'était une séquence tremblante prise avec un téléphone portable, filmé de l'autre côté de la rue, face au centre jeunesse. La vue était large et le son imparfait mais clair. On y voyait Noah debout calmement, près du portail, les mains en évidence. On y voyait Kessler se ruer sur lui, l'attrapant sans prévenir. On y voyait le portefeuille de Noah lui échapper des mains et heurter le trottoir. Un bref plan capturait la carte d'identité partiellement visible dans sa pochette avant qu'elle ne soit écartée d'un coup de pied. La salle d'audience changea de direction. Les épaules se crispèrent, les yeux écarquillés. Pendant un instant, personne ne parla. Kessler se pencha en avant sur son siège, les bras croisés. Son expression ne changea pas, mais une lueur passa dans ses yeux. Il marmonna que la vidéo était probablement montée, peu fiable, filmée par quelqu'un qui cherchait les ennuis. Une coupure de téléphone tremblante ne changerait rien, murmura-t-il. Il avait déjà vu ça. L'indignation publique sans suite. Puis Noah se leva. Il se déplaça lentement, ses gestes délibérés.
Tous les regards dans la salle d'audience le suivirent, tandis qu'il fouillait dans la poche de son manteau et en sortait un petit portefeuille noir. Il l'ouvrit sans un mot. Un éclat métallique illumina les plafonniers. L'espace d'un instant, la salle d'audience retint son souffle. Dans le portefeuille se trouvait un badge. Federal Bureau of Investigation. Des halètements emplirent la salle comme une vague. Une femme au fond laissa tomber son bloc-notes. L'un des jurés resta bouche bée. La main du juge se figea en l'air, son marteau flottant à quelques centimètres du banc. Le procureur adjoint Reese recula d'un pas sans s'en rendre compte. Noah parla d'une voix posée, presque douce. Il se présenta comme l'agent spécial Noah Ellison. Il expliqua que depuis 8 mois, il opérait sous couverture dans ce district dans le cadre d'une enquête sur l'agent Brent Kessler et d'autres personnes du service de police local. Il énuméra les infractions. Violation des droits civiques, falsification de rapports de police, usage répété de la force excessive et obstruction à des enquêtes internes. Il affirma que l'arrestation n'avait pas perturbé ses opérations. Elle avait révélé exactement qu'il avait besoin de voir. La juge Greaves ne dit rien. Son visage était devenu pâle malgré son sang-froid habituel. Son marteau retomba silencieusement sur le bureau, la main serrée. Elle jeta un coup d'œil vers l'huissier, vers la porte, vers Kessler, tout sauf Noah. L'expression du procureur Reese se déforma, mais les mots lui manquèrent. Pour une fois, il n'avait rien préparé. Kessler se pencha en avant, un rire bas et incrédule. Il dit que Noah bluffait, que c'était une ruse, une arnaque, le coup désespéré d'un homme sans défense. Il se moqua du badge, affirmant que n'importe qui pouvait en imprimer un. Il sourit aux gens qui chuchotaient maintenant dans la salle. Mais alors une nouvelle voix entra. Elle était grave et ferme, un ton qui ne demandait pas l'attention, mais l'exigeait. La salle d'audience se retourna. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre sur mesure, s'avança du fond de la salle avec une autorité tranquille. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une vive intention. Il se présenta comme étant le directeur adjoint des affaires internes du FBI, Samuel Hayes. Sa voix portait aisément à travers la salle, chaque mot étant mesuré et précis. Il confirma que l'agent spécial Ellison ne bluffait pas, que le badge était authentique, que l'enquête était en cours, et que cette salle d'audience, y compris son juge, était sous surveillance fédérale discrète depuis plusieurs mois. Un silence sans précédent s'abattit sur la salle. Ce n'était plus une audience de routine. C'était autre chose, quelque chose de plus grand. Reese se retourna brusquement, visiblement secoué. La juge Greaves était assise raide, les doigts crispés près de son marteau, incertaine de ce qu'elle devait dire, ni de la marche à suivre. La confiance de Kessler vacilla pour la première fois. Il cligna des yeux, hésitant entre argumenter, fuir ou rester figé. Son sourire narquois s'évanouit. Hayes poursuivit, affirmant que l'arrestation avait pour but de tester le système lui-même, de voir jusqu'où la corruption pouvait aller et qui choisirait le silence plutôt que la vérité. Il dit qu'ils avaient désormais leur réponse. Dans la galerie, les spectateurs s'agitèrent, les yeux écarquillés. Quelqu'un murmura qu'il n'en revenait pas, que l'homme qu'il voyait enseigner aux garçons à s'exprimer, à gérer les conflits, à diriger sans peur, avait toujours été un agent fédéral. Mais avec le recul, c'était logique. Le silence, la force tranquille, le regard vigilant. Kessler se leva, visiblement agité. Il essaya de nouveau de répéter sa version des faits, disant qu'il ne savait pas, qu'il ne reconnaissait pas Noah, qu'il faisait juste son travail. Mais Hayes l'interrompit en sortant une petite tablette de son manteau. Il tapota l'écran une fois. Une nouvelle vidéo commença à être diffusée. Le son cette fois, granuleux, mais clair. C'était la voix de Kessler, enregistrée 2 semaines plus tôt dans les vestiaires du commissariat. Il riait. Il disait qu'un type du centre de jeunesse avait besoin d'une leçon. Il disait que ça n'aurait aucune importance même avec une pièce d'identité, car personne à l'étage ne se souciera de ce qui arrive à un moins que rien.
Il appelait ça du nettoyage. La salle trembla à nouveau, cette fois avec fureur. Les murmures s'intensifièrent. Même la juge Greaves détourna le regard, sa main lâchant enfin le marteau comme s'il était devenu trop lourd à tenir. Kessler cessa de parler. Le seul bruit dans la salle provenait maintenant de la vidéo, toujours diffusée discrètement, ses propres mots défaisant tout ce qu'il avait construit. Et de l'autre côté de la salle d'audience, Noah Ellison se tenait immobile, les observant tous, pas en victime, pas en accusé, mais en homme qui avait transformé la salle d'audience en piège. Et ils y étaient tous allés droit. Troisième partie. Le système qui a ribattu. L'audience fut ajournée dans le chaos. Le lendemain matin, les flashs des appareils photo fusèrent comme des éclairs lorsque les portes s'ouvrirent. Les corps de reportage étaient alignés sur les marches du palais de justice, leurs antennes pointant vers le ciel gris. Les manifestants envahissaient le trottoir, leurs pancartes brandies haut, réclamant vérité, responsabilité et justice pour Noah Ellison. Certains scandaient son nom. D'autres restaient simplement silencieux, les mains jointes, regardant l'histoire se dérouler à travers la vitre du tribunal. À l'intérieur, l'ambiance avait changé. Ce n'était plus une audience secrète passée sous silence. Le procès était désormais au centre de l'attention nationale. Des agents fédéraux parcouraient le hall. Selon les informations officielles, elle avait obtenu un congé d'urgence pour une affaire familiale. Mais des rumeurs circulaient dans la salle d'audience, des appels nocturnes, des réunions clandestines et une sortie discrète avant que la tempête ne l'emporte. À sa place siégeait désormais le juge Alan Reyes, un homme réputé pour sa précision et son intégrité. Contrairement à Greaves, il ne s'adossait pas à son siège et ne souriait pas derrière son banc. Il lisait chaque preuve comme s'il s'agissait d'un contrat, chaque mot étant lourd de conséquences. Pas d'alliance, pas de faveur, seulement la loi. Il ouvrit la séance du matin d'une voix calme, mais personne ne manqua la force qui se cachait derrière. Ce tribunal ne servira plus de bouclier contre les fautes professionnelles, commença-t-il. Nous procédons avec les faits, et aujourd'hui nous entendons Washington. Les juges étaient armés et vigilants. Leur présence signalait ce que beaucoup craignaient et d'autres espéraient. Ce n'était plus un simple procès, c'était un règlement de compte. Le juge Greaves ne revint pas. Tous les regards se tournèrent vers la barre lorsque le directeur adjoint Hayes prit place. La seule présence de cet homme emplit la salle d'audience d'une énergie nouvelle. Vêtu d'un costume gris impeccable, il déposa son badge sur le rebord à côté de lui, non pas pour l'apparence, mais pour rappeler l'autorité qui le soutenait. La suite ne fut ni émotionnelle, ni théâtrale. Elle fut méthodique. Il présenta au tribunal une enquête qui se déroulait discrètement depuis près d'un an. Pas une seule plainte. Des dizaines. Des rapports falsifiés, des images de caméras corporelles mystérieusement disparues et une culture du silence parmi les policiers face aux incidents impliquant des résidents noirs. Surtout ceux considérés comme francs-parlers, organisés ou influents. Hayes exposa la situation tel un architecte dévoilant les plans d'un bâtiment tordu, brique par brique corrompu. Pendant qu'il parlait, l'agent Kessler était assis, immobile, à la table de la défense. Le sourire arrogant qui tordait autrefois sur son visage avait disparu. Il regardait maintenant droit devant lui, les mains jointes, le dos droit, mais la sueur luisait aux tempes. Il faisait trop chaud dans la pièce, ou peut-être était-ce simplement le poids de la vérité qui pesait enfin sur lui. L'accusation a alors appelé des témoins. Une à une, les personnes que Noah avait rencontrées pendant ces mois d'infiltration se sont présentées devant le tribunal. D'abord, un adolescent. D'abord silencieux, le regard scrutant la foule. Puis il a pris la parole, décrivant un contrôle routier qui a dégénéré sans raison apparente,
comment la voiture de sa mère s'est arrêtée près d'une église, comment Kessler l'a arrachée du siège passager et l'a jetée sur le trottoir. Pas de drogue, pas d'armes, pas d'explication, juste des bleus et de la peur. La voix du garçon tremblait, mais il ne s'est pas arrêté. Ensuite, une commerçante d'âge moyen est arrivée. Elle a raconté comment ses caméras de sécurité ont filmé un agent en train de placer quelque chose derrière une benne à ordures lors d'une patrouille. Mais lorsqu'elle l'a signalé, les agents sont revenus le lendemain, non pas avec des excuses, mais avec des menaces. Ses caméras ont été confisquées, ses avertissements ignorés. Un jeune agent débutant a suivi. Il avait tenté de rapporter ce qu'il avait vu une fois. Kessler frappa un homme menotté lors d'une interpellation. Le jeune homme avait été mis à l'écart le lendemain et sommé de se taire s'il aimait travailler dans cette ville. Une semaine plus tard, il était réaffecté à un district situé à 3 comtés de là. Son témoignage a secoué la salle. Il n'a jamais élevé la voix, jamais pleuré. Mais la conviction tranquille, dans son ton, ne laissait aucune place au doute. C'est alors qu'est arrivé le plus grand nom à ce jour, le chef de la police Walter Reinhardt. Il n'était pas en uniforme. Il ne se tenait pas droit comme un dirigeant s'adressant à sa ville. Il ressemblait plutôt à un homme coincé entre deux murs qui s'effondrent. Il a admis être au courant des plaintes. Il a affirmé avoir vu des notes internes. Il a affirmé avoir essayé de gérer la situation en interne. Mais les enregistrements de Noah ont prouvé le contraire. Des extraits audio ont capturé des réunions à huis clos où Reinhardt a demandé à ses supérieurs de gérer la situation discrètement et de ne pas attirer l'attention des médias. Un extrait, étouffé, mais sans équivoque, le surprenait en train de dire « Ellison pose encore des questions. Dites à Kessler de l'occuper. » Sont-elles payées? Courriels, enregistrements audio, compte rendu de réunion. Noah n'avait pas seulement enquêté, il avait tout documenté, mais le véritable tournant est survenu lorsque la défense, en désespoir de cause, a appelé un témoin de moralité contre Noah. Un sénateur. Le sénateur Paul Langdon, un homme élégant aux cheveux argentés lissés en arrière, réputé pour saturer les budgets de la police et étouffer les plaintes des civils. Son siège était assuré depuis 2 décennies par des dons discrets et des faveurs chuchotées. Il est monté à la barre avec l'aisance d'un homme habitué aux applaudissements. Langdon a souri, boutonnant nonchalamment sa veste tout en parlant. Il a rejeté les affirmations de Noah, les jugeant exagérées. Il a affirmé que les médias avaient transformé un désaccord professionnel en scandale. Il a affirmé que ce procès n'était rien d'autre qu'une tentative de dépeindre les policiers travailleurs comme des méchants. Mais sa confiance s'est effondrée lorsque Noah s'est relevé. Il n'a pas élevé la voix. Il s'est simplement avancé et a demandé au tribunal la permission de diffuser un dernier extrait. La salle s'est tue. Même le cliquetis des stylos s'est arrêté. Le juge Reyes a hoché la tête. L'écran a clignoté. Des parasites ont bourdonné un instant. Puis l'enregistrement a commencé. Une écoute téléphonique claire et indéniable. La voix de Langdon a résonné dans la salle d'audience aussi nette que... Laissez Kessler en maltraiter encore quelques-uns. La peur fait taire les choses. Cet Ellison, il est trop propre. On va le salir. Laissons les tribunaux le traîner. Des halètements emplirent la salle. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Un autre ravala un sanglot. Le sénateur, figé sur son siège, pâlit. Ses yeux se posèrent sur son avocat. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Les mots restèrent muets. Le juge Reyes ne broncha pas. Il se pencha légèrement la tête en avant, les mains jointes devant lui. Sa voix était basse mais claire. « C'est votre voix, sénateur? » Henri... Thomas. Aucune réponse ne vint. Le silence qui suivit parut plus lourd que n'importe quelle explosion. Ce n'était pas seulement le poids que de la culpabilité ou de la dénonciation,
C'était l'effondrement silencieux de tout un système qui avait protégé des hommes comme Langdon pendant des décennies. Devant le palais de justice, les protestations redoublèrent. Les chants prirent un nouveau rythme. Un nouveau nom s'ajouta à leurs cris. Noah Ellison, non pas en tant que victime, mais en tant qu'homme qui a résisté à la vague. À l'intérieur, le juge a demandé une suspension d'audience, mais personne n'a bougé, car tout le monde savait que ce procès n'était pas terminé. Mais les règles avaient changé. Quatrième partie, l'instant qui abrise le silence. Quatrième jour, audience finale. La salle d'audience ne ressemblait plus au modeste bâtiment municipal qu'elle était autrefois. Au matin, tous les sièges étaient occupés et les couloirs au-delà vibraient de tension. Des policiers en uniforme se tenaient figés à chaque sortie. Des rangées de journalistes perchés au bord de leurs bancs, stylos prêts. Des observateurs fédéraux étaient alignés le long du mur du fond, leurs badges étincelant sous les néons. Et au premier rang, entourés de conseillers et d'assistants sociaux, étaient assis les adolescents du centre jeunesse du centre-ville, les épaules carrées, le regard fixé vers l'avant, regardant l'homme qu'ils connaissaient autrefois sous le nom de M. Noah, revenir dans la lumière. Noah Ellison se tenait dans une posture qui n'était ni amère ni triomphante, juste calme, imperturbable. Son costume bleu marine était impeccablement repassé, ses épaules larges, le regard fixe, face au tribunal pour ce qui lui semblait être la 100e fois, mais cette fois à ses conditions. Pas d'entrave, pas de murmure dans son dos, pas d'accusation flottant dans l'air, juste la vérité. Le juge Alan Reyes ajusta la pile de dossiers devant lui, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Son ton était posé sans être performatif, mais suffisamment clair pour que les microphones captent chaque syllabe. Ce tribunal reconnaît le caractère inédit de cette affaire. Il est rare, dit-il, le regard acéré comme un scalpel, d'assister à un coup monté par un agent des forces de l'ordre contre un agent fédéral infiltré. Un frisson parcourut la galerie. Personne n'osait parler, mais le silence était électrique, comme la fraction de seconde avant le coup de tonnerre. Il se tourna délibérément vers Brent Kessler, assis à la table de la défense, son costume froissé, la mâchoire crispée. La couleur avait disparu de son visage, mais pas la fierté. Pas complètement. Ses bras reposaient sur la table, immobiles, comme s'il pouvait encore, par sa volonté, transformer cet instant en un autre. « Vous êtes par la présente accusé de parjure, déclara le juge Reyes, laissant chaque mot en suspens, entrave à la justice et violation des droits civiques. Il n'y eut pas d'explosion, pas de supplication, juste un clignement d'œil. Un tic au coin de l'œil de Kessler. Deux marshals, silencieux et efficaces, s'avancèrent. Kessler ne se leva pas au début. Puis, finalement, il se leva, comme tiré par des cordes invisibles, et se laissa saisir par les bras. Le bruit des menottes qui se fermaient résonna sur le sol de marbre, faible, définitif, froid. Il ne se tourna pour regarder personne, ni son avocat, ni le juge, ni les jeunes au premier rang dont il avait tenté de ruiner la vie par la paperasse et les chuchotements. Il fixait simplement la porte devant lui, s'y dirigeant comme un homme qui pensait ne jamais la voir de si près. Plus tôt dans la journée, la salle d'audience avait déjà vu une autre personne tomber. Le sénateur Brogan, autrefois loué pour ses campagnes de résistance à la criminalité, avait été discrètement escorté dehors par les autorités fédérales pendant la séance du matin. Il n'y avait eu aucune annonce, pas de communiqué de presse, juste une tape subtile sur l'épaule, une instruction murmurée et les pas lents et lourds d'un homme réalisant que son immunité était épuisée. Il n'avait pas résisté. Il savait ce que signifiaient les actes d'accusation scellés. À midi, la nouvelle s'était répandue qu'un grand jury avait été convoqué pour d'autres personnes nommées dans l'enquête. Le chef Reinhardt,
le superviseur du district du commissariat 14, et même 2 procureurs adjoints qui avaient contribué à la suppression de preuves. Les murs s'effondraient, non pas brique par brique, mais par larges blocs résonnants. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement de justice contre des individus. L'affaire avait évolué vers quelque chose de plus vaste, quelque chose de systémique. Les accusations ne concernaient pas seulement un policier incompétent, un chef corrompu ou un sénateur manipulateur. Elles concernaient une structure qui avait appris à plier la vérité comme un origami, à la cacher dans des tiroirs, à la brûler dans des poubelles et à la réécrire avec les entêtes et les signatures des services. Mais maintenant, cette structure était exposée, et ceux qui avaient bénéficié de sa protection la regardaient s'effondrer sous le regard scrutateur de la nation. Lorsque l'audience s'est terminée, aucun coup de marteau n'est tombé. Le juge Reyes s'est simplement levé, a hoché la tête une fois et est retourné dans son cabinet. Il n'eut pas besoin d'exprimer le poids du moment. Il était déjà gravé dans les murs par tout ce qui s'était déroulé. La salle se vida lentement, presque avec hésitation. Certains journalistes se précipitèrent vers la sortie, les caméras tournant déjà. D'autres s'attardèrent, chuchotant à leurs collègues, jetant un coup d'œil à leurs notes, réécrivant mentalement les gros titres. Noah resta assis un instant. Un souffle léger monta dans sa poitrine, puis s'éloigna. Ses mains, autrefois serrées si fort dans son dos par les menottes, reposaient maintenant librement sur ses genoux. Il regarda le premier rang où étaient assis les adolescents. Certains lui adressèrent un léger signe de tête, d'autres sourirent faiblement. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Devant le palais de justice, l'atmosphère était différente. L'air était humide, lourd de chaleur estivale, mais personne ne bougeait des marches. Les manifestants se tenaient là, leurs pancartes toujours levées, leur chant s'était atténué, mais ne s'était pas éteint. Les corps de télévision bloquaient la moitié de la rue. Les journalistes bourdonnaient dans la foule, comme des abeilles, à la recherche de phrases clés. Noah monta la dernière marche. Dès son apparition, la foule se précipita vers lui, non pas paniquée, mais déterminée. Les journalistes tendaient leur micro vers lui, les voix se chevauchant, les questions fusant de toutes parts. Mais il ne broncha pas. Il ne regarda pas la sécurité. Il n'hésita pas. Il ne s'agissait pas que de moi, dit-il à voix haute, la voix portant sans micro. C'était la bonté. Il s'agissait de tous les jeunes hommes dont la voix était étouffée, d'un système qui tentait de taire la vérité. Les murmures cessèrent, les caméras se stabilisèrent, même la brise ralentit comme pour écouter. Il contempla la mer de visages, tant de visages qu'il ne reconnaissait pas, mais beaucoup lui rappelaient ceux qu'il avait vus dans les centres de jeunesse, dans les salles d'attente, dans les cellules de garde à vue où les garçons semblaient trop petits pour porter des combinaisons. Il pensa à chaque nom enfoui dans les dernières pages des dossiers, à chaque murmure qui ne devint jamais un témoignage, à chaque enfant qui sursautait à la vue d'un badge. « On n'a pas fini, dit-il. On n'a pas saucé. On ne fait que commencer. » Il n'y eut pas d'explosion, pas de feu d'artifice, mais quelque chose changea. Certains applaudirent, calmement, sans discontinuer. D'autres pleurèrent en silence. Certains restèrent là, figés, témoins du poids de ce qu'ils avaient vu. Un homme menotté, désormais plus grand que quiconque, sur les marches du palais de justice. Il descendit lentement, non pas comme un spectacle, mais comme un symbole. Ses pas mesurés, posés. Tous les journalistes se penchèrent. Toutes les caméras le suivirent. Mais Noah ne marcha pas pour eux. Il marcha pour ceux qui étaient à l'intérieur, attendant toujours que leur vérité compte. Derrière lui, le palais de justice se dressait, autrefois lieu de pouvoir, aujourd'hui lieu de jugement.
À l'intérieur, la poussière retomba encore, mais elle ne redeviendrait jamais ce qu'elle avait été. Les échos de l'audience persisteraient dans ces salles bien après que les gros titres se soient estompés. Les adolescents du centre de jeunesse le rejoignirent à mi-chemin des marches. L'un d'eux marchait à ses côtés, ne tenant qu'un morceau de papier plié, un poème qu'il avait écrit pendant l'absence de Noah. Un autre portait une pancarte sur laquelle était griffonnée la vieille citation de Noah. La vérité ne dort pas, elle attend. Alors qu'il disparaissait dans la foule, le badge dans la poche de Noah se pressait contre sa poitrine, non pas à cause de son poids, mais de sa signification. Un symbole autrefois utilisé contre lui était devenu celui-là même.